Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet euh, essentiel pour nos paysages. Le fauchage des prairies et son lien, parfois complexe, avec la biodiversité. Bonjour. Oui, un sujet important, parce que les prairies dépendent de nous, en quelque sorte. Exactement. On va s'appuyer sur plusieurs études pour essayer de comprendre comment le fauchage, qui est vital pour maintenir ces milieux ouverts, peut aussi perturber la vie qui s'y trouve. Et surtout, comment on peut faire mieux. Parce que c'est là tout le paradoxe, n'est-ce pas? Faucher, c'est indispensable pour éviter que tout s'embroussaille, que les arbres prennent le dessus, et pour garder cette richesse floristique si particulière aux prairies. Tout à fait. Sans fauche, ou sans pâturage d'ailleurs, la prairie disparaît progressivement. Mais l'acte de faucher lui-même, mécaniquement. C'est brutal. Oui, ça peut l'être. Les chiffres en sont assez parlants. On estime parfois que le passage de la faucheuse peut causer une mortalité directe allant jusqu'à 65, voire 85% chez certains groupes d'insectes comme les orthoptères, les criquets, les sauterelles. Ah oui, quand même. Et ce n'est pas tout. Pour les papillons, par exemple, au-delà de la mortalité directe des adultes ou des chenilles, on détruit leurs plantes hôtes, les sources de nectar. Tout disparaît d'un coup. Et puis, il y a la modification du microclimat au sol, la lumière, l'humidité. Ça change tout pour plein de petites bêtes. D'accord. C'est nécessaire, mais ça fait des dégâts. Bon, la première idée qui vient, c'est peut-être de jouer sur le calendrier. Est-ce que faucher plus tard dans la saison, ça aide vraiment? Les recherches confirment. Oui, globalement, retarder la première fauche, c'est plutôt une bonne chose. Surtout si on combine ça avec le maintien de zones refuge, des zones non fauchées. Pourquoi? Ça donne plus de temps aux fleurs. Exactement. Ça permet de prolonger la présence des ressources florales, le pollen, le nectar, qui sont absolument vitales pour les pollinisateurs, abeilles sauvages, cirfées, etc. Mais attention, Oui. tous les groupes d'insectes ne réagissent pas pareil. Certains préfèrent une végétation plus basse, d'autres plus haute. Donc, une seule stratégie, taille unique, ça ne marche pas parfaitement. L'hétérogénéité, la diversité des conditions, c'est vraiment important. Et pour les papillons spécifiquement? Ah ben là, c'est assez clair. Il faut vraiment éviter de faucher juste avant ou pendant leur pic de vol principal. C'est critique pour leur reproduction. Ok, le timing c'est une chose, mais j'imagine que la manière de faucher compte aussi énormément. J'imagine qu'il faut arrêter de tout raser d'un coup sur des hectares. Ah ça, oui. Le fauchage uniforme sur de grandes surfaces, c'est clairement ce qu'il y a de moins bon pour la biodiversité. Les études montrent qu'il faut des approches plus nuancées, plus morcelées. Et quelles sont ces approches? Il y en a principalement deux qui ressortent. Une méthode assez originale appelée la gestion sinus, et puis le système des refuges rotatifs. La gestion sinus. Alors ça m'intrigue. Ça évoque des courbes. C'est exactement ça. Au lieu de faucher en bande droite parallèle, on fauche en suivant des lignes courbes, sinueuses. Ça crée un motif un peu ondulant, où des bandes fauchées alternent avec des bandes non fauchées. Attendez, juste la forme du passage de la machine a un impact? C'est fou! Ben oui. Souvent, on vise un ratio de 2 bandes fauchées pour une non fauchée. Et le tracé de ces courbes change à chaque passage, ou chaque année. L'idée, c'est que sur 3 ans, toute la surface est fauchée au moins une fois pour contrôler l'embroussaillement. Malin? Et l'avantage, c'est quoi? Le gros avantage, c'est que ça maximise la longueur des lisières, des bords entre les zones fauchées et non fauchées, qui sont à différents stades de repousse. Et ces bords, c'est super riche écologiquement. Et on voit des résultats concrets? Oui, et assez rapidement. En 2 ou 3 ans, les études rapportent une augmentation vraiment nette de la diversité et de l'abondance des abeilles et des papillons, y compris des espèces rares ou spécialistes, qui trouvent là des conditions très favorables. Ça booste aussi les interactions entre plantes et pollinisateurs. Impressionnant. Et l'autre méthode, les refuges rotatifs. C'est plus simple à mettre en œuvre, peut-être? Le principe de base est plus simple, oui. On laisse une partie de la parcelle non fauchée, typiquement entre 10 et 20%, mais il y a une distinction clé à faire. Laquelle? Entre les refuges dits intra-annuels, ou WRIR en jargon scientifique, et ça veut dire que la zone refuge change de place à chaque fauche dans l'année, et les refuges interannuels, les BIR, où la zone refuge reste la même pendant toute une année et on la déplace l'année suivante. D'accord. WRIR, ça bouge souvent dans l'année. BIR, ça reste fixe un an. Et ça change quoi, concrètement?
Alors, dans les deux cas, ces refuges sont très positifs pour beaucoup d'arthropodes. Abeilles, cirfes, orthoptères, papillons. Ils trouvent là une continuité de végétation, de la nourriture, des abris, parfois même des sites pour passer l'hiver. C'est vraiment bénéfique. Mais qu'à un mais. Il y a une nuance importante, oui, concernant l'impact sur les plantes elles-mêmes. Les refuges intra-annuels, les WYR, s'ils sont bien gérés, c'est-à-dire si on ne laisse jamais la même zone refuge 2 années de suite, eh bien, ils ne semblent pas nuire à la richesse globale en espèces végétales de la prairie. D'accord. Et les autres? Les BYR? Par contre, les refuges interannuels, ceux qui restent fixes 1 an, peuvent poser problème. En restant non fauchés pendant toute une saison de croissance, la zone peut voir s'accumuler beaucoup de litières, les espèces les plus compétitives peuvent dominer, et au final, ça peut réduire la diversité végétale localement. Ah, d'accord. Ça, c'est un point vraiment crucial. Laisser une zone tranquille, oui, mais pas trop longtemps au même endroit. Sinon, ça peut se retourner contre la diversité des plantes. Très intéressant. Et juste un mot sur la fréquence. Par exemple, sur les bords de route, souvent très productifs. Oui, pour ces milieux très riches en nutriments, certaines recherches indiquent que faucher 2 fois par an, une fois au début de l'été, une autre fois au début de l'automne, en exportant le foin coupé, c'est plutôt favorable à la diversité des insectes qui vivent au sol. Ça laisse entrer la lumière, ça évite l'étouffement par la végétation. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, le message principal, c'est qu'il faut vraiment sortir du modèle «on rase tout, partout, en même temps». C'est ça? Absolument. La clé, c'est de créer de l'hétérogénéité. Dans le temps, en fauchant plus tardivement quand c'est pertinent, et surtout dans l'espace. Donc privilégier des méthodes comme la gestion sinus ou ces refuges rotatifs intra-annuels et WIR. Exactement. Ces techniques créent une mosaïque d'habitats. Des zones fraîchement coupées, des zones en repousse, des zones de végétation haute. C'est cette diversité de structures et de ressources qui est vitale pour le cycle de vie de très nombreux insectes. Tout en assurant, sur le long terme, le contrôle de la dynamique végétale pour que la prairie reste une prairie. Et cette règle des 10-20% de surface laissée en refuge, ça semble être un bon compromis? Oui, c'est un ordre de grandeur qui revient souvent dans les recommandations issues de la recherche, un bon point de départ. Donc, en résumé, on voit qu'une fauche bien pensée, ce n'est pas juste une contrainte ou une façon de limiter les dégâts. Ça peut vraiment être un outil actif pour aider la biodiversité de nos prairies. Tout à fait. Et ça soulève d'ailleurs une question pour aller plus loin. On a vu que la gestion sinus semble particulièrement intéressante pour les abeilles, les papillons, et que les refuges WIR sont efficaces pour un large spectre d'arthropodes sans trop nuire aux plantes. Oui, Eh bien, la question c'est comment pourrait-on combiner, adapter, moduler ces différentes approches, peut-être différemment selon le type de prairie, le paysage agricole ou naturel autour. Comment arriver à créer cette hétérogénéité optimale pour maximiser les bénéfices pour toute la communauté écologique, y compris pour les espèces qui bougent moins ou qui ont des besoins très, très spécifiques. C'est un défi passionnant pour la recherche et la gestion conservatoire.